Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 22 ans, vous me connaissez peut-être sous le nom de Je ne suis pas jolie. Et aujourd'hui, suite aux nombreuses sollicitations, j'ai décidé de vous parler de parentalité de façon libre et éclairée dans le nid. Le nid, c'est un endroit intime, entre nous, où il n'y a pas de vérité ni de jugement, on partage simplement, avec bienveillance, sur ce sujet si controversé qu'est la parentalité. Perdre un enfant, c'est un drame inimaginable pour des futurs parents. À la fois injuste et incompréhensible, cet événement est encore tabou dans nos sociétés. Aujourd'hui, nous avons voulu donner la parole à Mathilde, maman du petit Gabriel. Elle nous raconte son histoire avec émotion et sincérité. Puis, nous recevons Mathilde Bouchou, psychologue spécialisée dans la périnatalité. Elle accompagne chaque jour des familles endeuillées à traverser ces douloureux moments. Avec elle, on aborde le regard de la société et l'importance de l'accompagnement durant le deuil périnatal. Du coup, Mathilde, est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre avec ton chéri, comment se sont passés les débuts? Donc la rencontre avec mon Ben, donc c'était il y a 9 ans, en juillet il y a 9 ans, on s'est rencontrés au scout, on était scouts ensemble dans différents groupes, mais au travers de différents événements, on s'est mis ensemble, on a vécu à distance, ce qui je pense assez paradoxalement nous a beaucoup rapprochés et renforcés. Et ensuite on a vécu ensemble à Paris, on s'est mariés il y a 4 ans et on a eu donc un petit garçon ensemble en avril, donc il y a presque 5 mois. Et du coup, comment c'est venu ce souhait d'avoir un enfant? C'est venu naturellement? Ouais, c'est venu assez progressivement en fait, parce que moi au départ je me sentais pas vraiment mère, je sentais pas ce besoin en tout cas au départ. Même après le mariage, on avait envie de voyager, on avait envie de voir le monde, etc. Et finalement, au bout d'un moment, on s'est dit, il n'y a peut-être pas de bon moment, aussi le temps passe, et on a envie de fonder cette famille, donc c'est peut-être maintenant. On est à Londres, on est bien, c'est peut-être le bon moment finalement, donc on commence à penser un peu à la logistique de tout ça. On déménage dans un appartement où on se dit, on pourrait en accueillir un enfant, etc. Et on a eu la chance et c'est une énorme chance de ne pas attendre. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas décidé de se lancer et que Gabriel est arrivé. Donc ça a été incroyable. Pendant la grossesse, toi, tu étais dans quel état d'esprit? Est-ce que tu étais plutôt stressée ou plutôt... C'est ma première grossesse. Ouais. Donc j'étais très heureuse. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais je crois que j'étais très épanouie. En fait, j'adorais sentir mon bout de chou. Je ne savais pas si c'était un garçon ou une fille, on ne savait pas. Ouais. Mais j'étais très heureuse. Ben a été aussi très impliqué dans la grossesse, ce qui m'a énormément aidée. Il faisait plein de recherches, il était très aussi à l'écoute, à toucher mon ventre pas mal, à parler au bébé, ce qui pour moi était hyper important. Il essayait vraiment d'avoir sa place. De la trouver. Et c'était... J'ai vécu une grossesse assez incroyable. On était... Pendant 9 mois, à tous les rendez-vous, on nous disait c'est super, il grandit bien, il bouge beaucoup, les vidéos à l'écho, c'était top de pouvoir le voir. Donc très épanouie. Ouais, c'était un très beau moment de grossesse qui me donne finalement qu'une hâte, c'est d'être enceinte. Ouais, je comprends. Et comment, du coup, a été diagnostiqué l'hématome rétroplacentaire puisque donc dans ton mail, tu me disais que ça a été diagnostiqué seulement à terme. On vous en avait jamais parlé avant? Non, en fait, donc dans la plupart, je ne suis pas médecin, mais dans la plupart des hématomes rétroplacentaires, c'est un accident, quelque chose qu'on ne peut pas prédire, et en fait, qui survient à différents stades de grossesse. Et il s'avère que les plus dangereux sont ceux qui arrivent à terme, ou proches du terme, parce que le bébé est évidemment plus gros, le placenta aussi. Donc dès qu'il y a un décollement du placenta, avec un hématome qui se crée à cet endroit-là, la chute est plus importante. Et donc il y a dans ces cas-là l'arrêt de transmission entre la maman et le bébé. Moi, la manière dont ça s'est diagnostiqué, c'est parce qu'en fait, j'étais en pleine contraction. Ça faisait 3 heures que j'avais des contractions à la maison et j'étais à terme. En Angleterre, le terme est différent qu'en France. D'accord. C'est une semaine avant le terme français. Donc en fait, il y a 10 jours d'attente avant d'être déclenché. Ah oui.
Donc moi j'avais passé mon terme anglais, mais sans surprise, puisque dans ma famille, les mamans ont plutôt accouché à terme français. Donc je m'attendais plus ou moins à accoucher à ce moment-là. Et en fait, un jour avant ce terme français, je commence à avoir des contractions à la maison. Donc je dis à Ben, on avait mis un code en place. Si je lui disais un certain mot, c'est que je pensais que là c'était vraiment les bonnes contractions et qu'il fallait qu'il rentre à la maison pour m'aider. Et en plus, j'étais partie sur un accouchement plutôt naturel. Je voulais pas de péridurale. À Londres, ils encouragent beaucoup l'accouchement dans l'eau. Donc j'étais partie pour faire ça. Ben avait toute sa place aussi dans des massages à faire pendant les contractions. Enfin, on s'était préparé pour cette manière-là d'accoucher. Et donc là, je commence à avoir des contractions. Donc je me dis, je m'étais fait un petit plan de choses que je voulais faire pour faire passer les contractions. Donc un petit bain, écouter de la musique, etc. Et en fait, au bout de 3 heures, je m'allonge parce que fatiguée, je me dis, je vais me reposer un peu, on va manger un bout, parce que dans un accouchement naturel, on dit souvent qu'il faut quand même avoir mangé un petit bout. Oui, bien sûr. Donc je dis à Ben, peut-être va faire des pâtes, et après des pâtes, peut-être que ce sera le moment d'y aller. Enfin, voilà. Et il est à peine sorti de la chambre que là, j'ai un sentiment de perdre les os. Pour moi, c'était ça. Donc j'ai dit à Ben, reviens, je crois que j'ai perdu les os. Et en fait, c'était pas de l'eau, mais c'était du sang. Donc moi j'étais allongée sur le côté, donc je voyais rien, et c'est lui qui a découvert ça. C'est lui. En rentrant dans la chambre. Et du coup là, il a tout de suite évidemment rappelé l'hôpital. On les avait déjà prévenus que j'étais en travail, et il a rappelé l'hôpital en disant que il y avait beaucoup de sang qui coulait, et donc évidemment ils nous ont dit arrivez au plus vite, et on va voir ce qui se passe. Toi, à ce moment-là, tu étais dans quel état d'esprit? Tu comprenais ce qui se passait ou pas du tout? Ouais. En fait, y a un espèce d'instinct de survie qui survient, qui est assez puissant, où tu penses plus à rien qu'à ton bébé. Ouais. Et pour Ben, c'était pareil. En fait, je pense que lui, au-delà de penser qu'au bébé, il pensait à moi et au bébé. Et en fait, l'instinct de survie fait que tu rentres dans un mode, tu te dis, je vais être le plus efficace. Alors peut-être qu'on l'a pas exactement été, mais en tout cas, on se dit, on va être le plus efficace. À Londres, en tout cas, la manière dont ça fonctionne, on n'a pas voulu appeler le SAMU, parce que parfois ça peut mettre plus de temps, il peut mettre plus de temps à venir que d'appeler un simple taxi, etc. Et en l'occurrence, on n'a pas dit au taxi que c'était une urgence et qu'il fallait aller très vite, mais je pense qu'il l'a senti. J'étais avec un bidon d'une femme enceinte de 9 mois. On avait tous les deux des têtes un peu déconfites, donc je pense qu'avec une valise, il a compris qu'il fallait aller vite. Et on n'a jamais mis si peu de temps à aller à l'hôpital finalement. Donc en fait, l'instinct de survie qui s'enclenche, on pense qu'au bébé. Moi, je lui parlais. En fait, dans le taxi, Ben me donnait le nombre de minutes qui restait avant d'arriver à l'hôpital. Et c'était très froid parce que on était tous les deux hyper concentrés. Ouais. Et quand on est arrivé à l'hôpital, j'ai pas senti tout de suite il sentait l'urgence de la situation, parce que je me vidais de mon sang littéralement. Et je suis arrivée donc à l'hôpital, je leur ai montré, je leur ai dit, ils ont commencé à m'ausculter, essayer de prendre le pouls du bébé. Là, ils ont commencé à comprendre, évidemment, en voyant la quantité de sang, ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et en fait, ils ont eu un pouls du bébé. Et donc là, pareil, t'as un autre mode qui s'enclenche, pareil, qui est de la survie, mais où tu te dis, en fait, c'est encore possible. Ouais, et on y va, on se bat. Et tu vois, moi qui étais partie sur un accouchement naturel, je finis en césarienne d'urgence. Oui, mais là, sur le coup, tu le réalises, mais en fait, tu te dis, je m'en fous, en fait. Je veux juste mon bébé dans mes bras. Bon, évidemment, je réalisais pas forcément que je repartais dans une anesthésie générale, etc. D'ailleurs, comme tout a été fait dans l'urgence, une anesthésie générale, normalement, ça se prépare. Et là, ils avaient très peu de temps, donc en fait, ils ont commencé à me préparer. Sur la table, j'étais pas du tout endormie. J'étais, attendez, m'ouvrez pas, je sens encore. Alors en plus, évidemment, tout ça en anglais. Ouais. Et avec la panique, j'avais l'impression qu'ils me comprenaient pas, parce qu'ils continuaient de me préparer, de mettre tous les produits qu'il faut avant de t'inciser. Ouais. Et du coup, en fait, j'ai eu une chance incroyable. J'avais une infirmière qui était là et qui était en fait française. Donc quand j'ai commencé à lui parler en français, ça m'a rassurée. C'est bête, mais c'est des choses qui rassurent. Oui, c'est des repères. Ouais, exactement. Et du coup, est-ce que tu veux nous raconter la suite de l'histoire, ou est-ce que tu veux qu'on passe tout de suite à l'après, parce que j'ai des questions sur l'après, sur l'accompagnement, tout ça, mais peut-être que... En bref, du coup, juste pour le contexte, parce que ça c'est important pour moi aussi. Bien sûr. Ça fait pareil de mon petit Gabriel. Du coup, Gabriel est né. Il a eu un pouls qui s'est très vite arrêté, malheureusement. Ils l'ont réanimé pendant 14 minutes, ce qui est très long pour un petit bébé. Bien sûr. Donc ils l'ont réanimé, et ensuite, évidemment, 14 minutes
sans oxygénation du cerveau. Bien sûr. Plus évidemment tout le temps qu'on avait pris entre le moment où on réalise que je saigne, le moment où on arrive à l'hôpital, etc. Bref, en tout et pour tout, 1 heure quasiment sans oxygénation. Donc son état de santé était très aggravé. Donc il est parti en soins intensifs, en réanimation, etc. Et moi je ne l'ai vu finalement que... Donc je suis arrivée à l'hôpital à 20h30, il est né à 20h34. Et je l'ai vu que le lendemain matin à 5h du matin. Et entre-temps, ils ont essayé de faire des soins, etc. et de voir comment en fait son cerveau récupérait. Parce que c'était son cerveau qui était le plus endommagé, évidemment. Et en fait, son cerveau ne reprenait pas. Au début, il n'y avait pas d'activité cérébrale. Ensuite, ils en ont récupéré une, mais elle était très faible. Et la manière dont le cerveau fonctionne, je ne sais pas si tu sais, mais quand le cerveau se dégrade, il y a du coup un acide qui prend le dessus sur les cellules vivantes dès qu'il les détruit. Et parfois, il y a un autre acide qui vient contrer un autre liquide, je n'ai pas les termes exacts, mais en tout cas, un système physique qui se passe pour essayer de contrer et récupérer une activité cérébrale. Et cette activité de contrage, si je puis dire, n'allait pas aussi vite que ce que les médecins espéraient pour qu'il récupère une activité cérébrale correcte. Et donc, à 5h du matin, le pédiatre est venu pour la 2e fois. On avait prévu de faire tout un système de cryogénisation où en gros c'est une mise à froid dans une couveuse à peu près 30 degrés où il serait resté pendant 3 jours dans un autre hôpital puisqu'ils n'en avaient pas là où on était. Et au bout de ces 3 jours de faire un IRM pour savoir comment avait évolué donc son état cérébral. Et voilà. Et en fait il est revenu, donc la décision qu'on avait prise initialement c'était bien sûr on va se battre, on va l'emmener on va le mettre dans cette couveuse de cryogénisation, on va voir comment ça évolue et on a envie de se battre pour notre petit loup. Enfin voilà, c'est notre enfant. Surtout il s'est battu après 14 minutes pour revenir à la vie, on va pas le laisser là, voilà. Donc on s'est battu. Et en fait au bout de quelques heures seulement, malheureusement donc, le diagnostic des médecins n'était pas bon du tout. Et ils nous ont demandé encore une fois si on voulait le mettre dans cette couveuse ou arrêter les soins là. Et on a décidé du coup d'arrêter les soins parce qu'on a compris que c'était un petit bébé qui souffrait déjà trop en fait. Donc qui s'était énormément battu et que vous aviez envie d'être là pour l'accompagner. Exactement. Parce qu'aussi, c'est évidemment, on ne sait pas quelle aurait été la suite autrement en ayant pris une autre décision. Mais moi, j'étais mine de rien quand même sortie d'une césarienne d'urgence. Bien sûr. J'aurais pas pu sortir de l'hôpital et être avec lui pendant ces 3 jours. Seul Ben aurait pu y être. C'est plein de décisions. On se dit en fait, aujourd'hui c'est un petit bébé qui, dans le meilleur des cas, aurait été un petit bébé dans le coma ou un petit bébé légume. Et voilà, c'est pas la décision qu'on a voulu prendre pour lui. C'est très courageux. En tout cas, c'est la décision qu'on a prise ce soir-là. Et comment vous avez été accompagnée psychologiquement, physiquement, par l'hôpital, par le personnel? Alors, physiquement, donc moi j'ai été super bien prise en charge. L'hôpital dans lequel on était top, les sages-femmes étaient hyper humaines. Je pense qu'elles ont... heureusement, elles en voient rarement, même si j'imagine qu'on y viendra, mais il y a encore beaucoup de bébés malheureusement qui nous quittent dans le ventre de la maman ou à la naissance ou quelques mois après. Et il y en a encore beaucoup trop. Mais elle, en l'occurrence, elle restait encore très humaine vis-à-vis de nous. Et moi, l'accompagnement physique, il a été top. Après, c'était un accompagnement physique comme n'importe quelle autre maman qui a accouché par césarienne. Vérifier la cicatrice, faire changer les pansements, etc. Après, en fait, l'hématome rétroplacentaire, en soi, ne m'a rien laissé comme séquelle de pérenne, physique, etc. C'est juste que le placenta s'est décroché avant le bébé. Voilà. Avant que le bébé ne sorte. Voilà. En soi, moi, l'accompagnement a été exactement le même. Physique pour Ben, il a pu rester avec moi dans l'hôpital dans lequel on est, dans l'aile privée dans laquelle on était. Le papa peut dormir dans la chambre. Il a un lit, etc. Donc, c'est important. Donc il est resté avec moi, évidemment. Il a pu dormir avec moi. D'un point de vue psychologique,
On n'a pas été, il n'y a pas de, par exemple, de psychologue qui est venu. On a une responsable de la mort néonatale qui est venue, donc qui connaît ce sujet-là, qui sait comment parler à des parents et qui nous a demandé comment est-ce qu'on allait, etc. Mais elle n'est pas psychologue. Oui. T'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un qui soit vraiment spécialisé psychologue à ce moment-là, ou c'était encore trop tôt? Ouais, c'était peut-être tôt. Ce que j'ai beaucoup apprécié, que je continue d'apprécier, c'est de voir mon gynécologue. Ouais. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais en fait, c'est juste d'être rassurée, de savoir que il est venu dès le lendemain. Donc Gabriel, il nous a été, ils nous l'ont apporté dans la chambre vers 5h du matin. On voulait le baptiser, donc on a eu la chance de le baptiser à 5h30. Et il est décédé 2 heures après dans mes bras, du coup, à 7h30. Et en fait, donc dès le lendemain, enfin dès le samedi, l'obstétricien, donc qui m'avait opéré, etc., fait accoucher, est revenu et nous a expliqué ce qu'était un hématome rétroplacentaire, qu'est-ce qui nous était arrivé. Et en fait, tout était très positif. J'avais déjà refait des prises de sang qui étaient très positives parce que, en fait, tout au cours de l'accident, j'ai perdu 40% de mon sang. Ah oui. Et en fait, ils ont décidé de ne pas me faire de perfusion pour pouvoir préserver ma capacité à avoir aucun problème, en gros, pour les autres bébés potentiels, et de compatibilité, en fait, avec Ben. Parce que même s'ils mettent du sang du même groupe, etc., voilà, ça peut parfois compliquer. Donc, en fait, moi, c'est ça qui m'a fait du bien, c'est d'entendre toutes ces choses. Qu'en fait, on pourrait avoir des enfants, qu'on pourrait en avoir plusieurs. Alors, certes, on serait limité parce qu'une césarienne... c'est pas comme un accouchement par voie basse, donc oui, on aura des contraintes, mais en fait, on pourra quand même en avoir. Bien sûr. Puis expliquer ce qui s'est passé, je pense aussi que c'était peut-être important pour vous de savoir que vous n'y étiez pour rien, et j'imagine que... on a besoin de l'entendre plusieurs fois. Même si tout le monde nous le répète, c'est important de savoir aussi de la vie médicale et de comprendre que c'est pas de notre faute et que justement, voilà... il y a du positif pour la suite et que c'est possible. Donc il y a des personnes comme ça qu'on rencontre dans ces moments qui sont importantes. Et comment a réagi votre entourage? Comment est-ce qu'ils ont été là pour vous? Voilà, aussi bien, parce que j'imagine qu'on ne sait pas forcément à quoi s'attendre en fonction des personnes. Des fois, on a des bonnes surprises, des mauvaises surprises. Ils ont été incroyables, en fait. Donc, on habite à Londres et la plupart de notre famille habite à Paris ou en Bretagne aussi pour une partie. Et donc mes parents et les parents de Ben ont été prévenus au moment évidemment où tout ça arrivait, parce que comme il y a eu une anesthésie générale, d'urgence, etc., Ben n'a pas pu rentrer dans la salle d'opération. Et donc il est resté devant pendant 1 heure, tout seul. Et donc évidemment, il a appelé sa maman, il a appelé des amis. On a des amis qui étaient en train de boire un verre dans un pub et qui sont venus et qui étaient là à mon réveil et qui ont passé la nuit avec nous. Et ses amis, je pense on a partagé en tout cas quelque chose avec eux qui a été incroyable. C'est aussi les seuls qui ont rencontré Gabriel vivant. Donc pour nous, c'est important. Et notre entourage a vraiment été incroyable parce qu'ils ont pris le premier train. Et donc j'avais moi toute ma famille, donc mes parents, mes sœurs, mon beau-frère, ma nièce. On avait aussi un autre ami à qui on avait demandé d'être le parrain de Gabriel en amont, alors qu'on savait rien, mais on avait demandé, je sais pas, voilà. C'était comme ça qu'on avait voulu faire les choses. Et donc du coup, à 5h du matin, je me souviens qu'on lui a envoyé un texto, on a besoin de toi, viens. Et évidemment, il savait ce qui s'était passé. Et donc il a débarqué aussi dans le premier train. Mes beaux-parents aussi sont arrivés très vite dans le week-end. Et ils ont été là pour nous, tout simplement. Ça vous a fait du bien d'avoir ce monde autour de vous. On en avait besoin. On a eu des moments... En fait, ce qui était génial, c'est que on s'est tout de suite dit, il faut qu'on ait des moments pour nous deux. Donc typiquement, le matin, on leur disait, on est tous les deux. Donc, et c'est le matin où généralement on discutait, parce qu'évidemment s'enclenche toute une ribambelle de décisions pas très intéressantes à prendre, mais néanmoins importantes. Bien sûr. Pour les funérailles, parce qu'on avait décidé de l'enterrer, qu'il y ait une messe d'enterrement, etc. Mais donc tout ça, c'est plein de décisions qui s'en suivent. Et on avait décidé de prendre ces temps-là le matin, en tout cas nous, pour discuter, pour parler aussi de nos émotions l'un à l'autre, pour pleurer dans les bras l'un de l'autre, pour être avec notre fils, parce qu'on a pu le garder dans notre chambre pendant 3 jours. Ils ont mis en place un couffin, du coup aussi à froid, pour pouvoir
le garder avec nous pendant 3 jours et voilà, faire ça progressivement. Et en fait, pendant 2 jours, pardon. Parce qu'on a décidé, je suis restée 3 jours à l'hôpital, mais on a décidé de faire une chose par jour. Enfin, son décès le samedi, le dimanche soir de lui dire au revoir, et le lundi que je rentre à la maison. Avec Ben, on fasse pas tout, bien sûr. tout d'un coup, quoi. J'imagine. Et avec le recul, est-ce que tu penses que la société, alors vous étiez à Londres, mais la société en général est trop peu préparée justement au deuil périnatal? Est-ce que tu penses que c'est encore un sujet qui est tabou? Alors, dans les grandes lignes, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour en parler parce que forcément c'est un sujet qui fait souffrir, c'est quelque chose qui rentre pas dans l'ordre des choses, qu'un enfant meurt, encore plus un bébé dans ces conditions-là, quand tout va bien, on comprend pas beaucoup de pourquoi, il n'y a pas beaucoup de réponses. Donc forcément, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. Enfin, typiquement, quand on dit qu'on a perdu notre bébé, il y a une réaction qui est assez étonnante, parfois de certaines personnes qui peuvent nous dire, qui pensent qu'il n'est pas né vivant, par exemple, qu'il est mort-né, et quand on explique qu'il est né, il y a comme pas un réintérêt, mais quelque chose de différent qui se passe. Ah oui, alors c'était vraiment un bébé. C'était pas juste un bébé comme si la mort d'un bébé in utero, dans le ventre de sa maman au cours de la grossesse, était moins important. Ouais. Alors que la douleur est la même, on s'est projeté autant, l'amour pour ce petit bout est le même. Et parfois, il y a des choses comme ça assez étonnantes qui se passent. Je pense que typiquement, il doit y avoir des réactions qui sont aussi assez différentes si c'est votre premier enfant ou si ça allait pas. Ouais. Moi, on m'a dit ah oui, ça doit être encore plus dur parce que c'est votre premier. Mais c'est n'importe quel enfant que tu perds, c'est dur. Oui. Il n'y a pas de place hiérarchique. Ouais. Au même titre que encore des personnes qui nous ont dit vous inquiétez pas, vous en aurez d'autres. Oui, je te remercie. Nous aussi, on espère qu'on en aura d'autres, mais en attendant, on a perdu notre fils en fait. Ouais, c'est très maladroit quoi. C'est pas parce que c'est un bébé que ça se remplace et qu'on passe à autre chose et tout ça. Mais en fait, tout ça, ce que je remarque, c'est que ça part pas d'un mauvais fond. Non. Ça part juste je pense, du fait qu'on n'en parle peut-être pas assez. Complètement, ouais. Et qu'il n'y ait pas assez de connaissance ou de sensibilité ou de comment en parler, d'empathie, qu'est-ce qu'on peut dire à des parents endeuillés, qu'est-ce qu'on peut dire à... Et en fait, et je te dis ça, j'étais la première à certainement pas être très à droite, en m'adressant à des parents, etc. Et c'est en le vivant, bien sûr, je me rends compte que... Et justement, quelles ont été les attitudes qui vous ont aidé? Les mots, les phrases ou la façon d'être présent pour vous? Qu'est-ce qui vous a aidé le plus? Déjà des personnes là, pour nous quand on en avait besoin. Donc quand on a eu des moments où on a demandé de l'aide, on a dit on a besoin de vous voir, etc. Et juste la présence fait beaucoup de bien quand elle est voulue, évidemment. Ce qui nous a fait beaucoup de bien, c'est donc des personnes qui étaient là, qui étaient à l'écoute. Et à contrario, du coup, ce qui a pu vachement me blesser, moi, dans la manière de vivre et de raconter l'histoire de Gabriel, c'est d'être coupée dans mon histoire. Et d'avoir la fin des phrases des gens, qui viennent des gens et qui, du coup, me renvoient l'image qu'ils ont de notre situation, qui parfois est très violente. Tu veux dire des personnes qui émettent un jugement typiquement, qui vont me dire... donc je leur dis, je suis arrivée à l'hôpital et tout de suite césarienne d'urgence. Ah, et donc il était mort? Non, en fait. Donc laisse-moi te raconter l'histoire. Parce que déjà, pour moi, c'est douloureux de te raconter qu'il est mort. Mais donc autant que je le fasse avec mes propres mots. Et aussi parce que sa vie a été courte. Et du coup, autant pas la raccourcir encore plus. Oui, c'est beau. Et... dans votre couple, à ce moment-là, est-ce que c'est une épreuve qui vous a rapproché, qui vous a soudé davantage, Comment ça s'est passé pour vous? Définitivement. En fait, elle nous a clairement rapprochés. On était déjà très proches, mais il y a quelque chose d'incroyable qui se passe déjà, on devient parents. Même si j'étais enceinte et on prend conscience de tout ce qui va nous arriver, mais on n'a pas notre enfant dans les bras. Là, on l'a eu et c'était magnifique. On a décidé de vivre ça pleinement et pleinement à deux. Dans pas mal d'histoires de deuil, il peut y avoir la solitude dans le fait qu'on a perdu son conjoint, on a perdu une amie et c'était cette relation particulière qu'il y avait, etc. On a cette chance d'être deux.
pour s'aider dans vivre ce deuil qui sera l'histoire de toute notre vie. Et du coup, on profite de ça au maximum. On échange beaucoup. On n'a pas vécu la même situation. Enfin, typiquement, quand je disais que Ben a été derrière les portes de la salle d'opération, moi j'étais endormie. Enfin voilà, il a dû m'annoncer que Gabriel, c'était pas la fin qu'on attendait, un état de santé qu'on attendait, etc. Il y a une vraie complémentarité dans ce qu'on vit en fait, dans les ressentis, dans les émotions, qui vient du fait qu'on soit déjà deux êtres différents, enfin deux individus, mais avec des éducations différentes, avec des histoires différentes. Et en fait, on vit les choses de manière très différente, mais ça ne veut pas dire elles sont complémentaires en fait. Ouais. Et on s'aide tous les deux des choses toutes bêtes, mais typiquement le mois qui a suivi donc le décès de Gabriel, on est partis tous les deux. On a fait quelques excursions à droite à gauche pour se ressourcer, pour prendre du temps tous les deux. Ça nous a fait énormément de bien, pouvoir discuter, etc. Et il arrivait des moments, évidemment, où perdre un enfant, c'est on se prend une tornade d'émotions diverses, de peur, de solitude aussi. On a ce sentiment d'être les seuls parents à vivre ça. Alors évidemment, c'est pas vrai malheureusement, mais et on le découvre après petit à petit, mais on a tous ces sentiments qui viennent. Et à un moment, je sais que ça m'arrivait beaucoup, moi, de me retrouver à marcher et pleurer énormément, ou au restaurant où on était tous les deux, et voilà, tu t'effondres en pleurs. Et Ben m'avait dit de penser à Harry Potter et sa manière qu'il a de vaincre les forces du mal en sortant je crois que c'est son cheval blanc ou je sais pas quoi, bref. Et lui, c'était sa manière. Il a été fan d'Harry Potter quand il était jeune. Et c'était sa manière à lui d'essayer de vaincre ces montées d'émotions. C'est pas pour ne pas les vivre, parce qu'on est plutôt dans une logique où on laisse couler nos émotions, et au sens propre du terme, parce que généralement elles s'expriment par des larmes. On les laisse vraiment nous traverser, c'est important pour nous. Mais à certains moments, t'aurais envie de un peu plus les contrôler, un peu plus les apprivoiser. Les apprivoiser, exactement. Et donc ça, voilà, c'était sa technique. J'y aurais jamais pensé. Mais ça m'a aidée. Et moi, j'ai d'autres manières. Écrire me fait énormément de bien. Et donc, du coup, je l'encourage et je l'aide à aussi peut-être verbaliser par écrit ou à verbaliser autrement ses émotions. Voilà. Vous vous accompagnez mutuellement pour exprimer à votre manière. Exactement. Et j'imagine que c'est une des façons qui permet justement de vivre cette épreuve-là, parce que en me renseignant un petit peu sur le sujet, c'est vrai qu'on en parle très peu, donc j'ai eu un peu du mal à avoir beaucoup de témoignages, mais il y a beaucoup de couples malheureusement qui justement vivent les choses tellement différemment, et où il y a un manque de communication, que du coup ça induit souvent une séparation. Donc je pense comme tu dis, c'est important d'arriver à communiquer là-dessus. Nous, ce qu'on fait typiquement en parlant de communication, c'est on se demande très fréquemment comment va l'autre, mais pas seulement juste comment ça va, tu vois, j'ai passé une bonne journée. C'est qu'est-ce que tu ressens comme émotion, c'est quoi, et essayer de les décrypter. C'est de la tristesse, mais elle vient d'où? C'est quoi les pensées que tu as eues pour avoir ce sentiment de tristesse, et pour essayer de encore une fois, de les apprivoiser, de vivre avec, parce qu'il y a certains sentiments qu'on aura toute notre vie. Et c'est pas pour se flageller, parce que j'aurais juste aimé ne pas le vivre, que je dis ça, mais c'est plus parce que c'est une réalité. On a rencontré beaucoup de couples qui ont perdu des enfants à plus ou moins... c'était à plus ou moins long terme. Et ils nous disent tous qu'évidemment, la douleur est encore là. Et ce qu'on arrive à atténuer, c'est plutôt la souffrance de ces sentiments-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les atténuer? Et donc on se demande souvent, on a besoin l'un et l'autre de savoir comment l'autre est, et qu'est-ce qu'on peut faire l'un pour l'autre. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel on peut s'aider? Et on se demande ça assez régulièrement, et ça peut être, c'est pas une fois par jour, mais c'est plusieurs fois par semaine. Parce que c'est tellement changeant que... Et au travers du deuil, moi il y a quelque chose que j'apprends, mais qui est valable pour le deuil, mais comme toute autre vie, situation de vie, le deuil, il est vécu différemment par chaque personne. Il y a beaucoup d'ouvrages, tu trouveras certainement dans des recherches, beaucoup d'ouvrages qui disent le deuil, on passe par telle étape, ça peut prendre tant de temps, mais pour moi, ça, c'est tellement personnel. C'est tellement personnel. Il n'y a pas de recette. Non, et la meilleure manière de savoir comment le deuil est vécu par quelqu'un, c'est en lui demandant tout simplement comment il va. Bien sûr. Et d'oser aborder le sujet, en fait. Ouais. Avec l'autre aussi, j'imagine. Ouais.
c'est beaucoup de courage, parce qu'il faut oser, encore plus de courage pour notre entourage, parce que nous, on est dedans à 200%, donc on ose se poser cette question. Pour notre entourage aussi, d'oser nous en parler. Tu vois, nous, une des grandes peurs qu'on a en parents, c'est que notre enfant soit oublié parce qu'il n'est pas là physiquement, que les gens n'y pensent pas, que les gens pensent que tu vois, toute la famille est réunie, non, nous, il manque notre petit bout. Voilà, c'est d'avoir ça en tête et en même temps... j'ai pas rencontré un seul parent ayant perdu un enfant qui n'a pas envie d'en parler. Oui, bien sûr. Mais après, en tout cas, vis-à-vis d'un autre couple qui a perdu un enfant, après, ils ont peut-être pas envie d'en parler, ils ont peut-être d'autres envies de verbaliser, etc. Mais vis-à-vis, en tout cas, moi, de notre entourage, on a clairement dit qu'on avait besoin, on avait envie d'en parler, qu'il faisait partie de notre vie et que... Oui. Voilà. Et si tu devais peut-être adresser un mot à des parents qui vivent ce drame, ou qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour, je dirais pas comme conseil, c'est un peu maladroit comme mot, mais... Moi, ce que je leur dirais, c'est, et nous, ce qui nous aide à avancer, c'est de s'écouter. S'écouter, moi, c'est ce qui m'a fait... ce qui m'a ouvert l'esprit là-dessus, c'est la grossesse, où j'ai commencé à vraiment comprendre comment fonctionnait mon corps, de quoi est-ce qu'il avait besoin, et du coup de l'écouter tout simplement et de lui apporter ce dont il avait besoin. Et dans une situation telle que la perte d'un enfant, on est immergé par des émotions. Donc si on ne s'écoute pas et si on n'arrive pas à trouver ces petites choses qui nous aideront à avoir des petits moments de joie, des petits moments de bonheur, c'est très compliqué. Il faut réussir à sortir la tête de l'eau de temps en temps, réussir à avoir une bouffée d'air. Et elle se fait en s'écoutant soi-même et dans un couple en parlant. Bien sûr. Il n'y a rien de mieux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à tous les deux? Une famille avec 10 enfants. Mais je ne suis pas sûre que ça arrive, mais en tout cas une famille avec au moins un enfant, avec nous dans les bras. On vous le souhaite. Merci beaucoup, Mathilde. Merci. Bonjour Mathilde. Bonjour Léa. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et surtout présenter ton parcours, tous les sujets que tu traites dans ton métier? Donc je suis Mathilde Bouichou, je suis psychologue clinicienne, psychothérapeute. Je suis spécialisée en périnatalité, c'est-à-dire que je m'occupe principalement de toutes les questions qui vont du désir d'enfant, donc ce que j'appelle le préconceptionnel, en passant par la grossesse. Alors, entre le désir d'enfant et la grossesse, il peut y avoir un parcours de PMA pour des couples qui rencontrent des difficultés. L'accouchement, le postpartum, donc là, toutes les relations, notamment précoces, la construction du lien parent-enfant, la construction aussi identitaire de la parentalité. Et puis parfois, je reçois des parents qui ont des questions un peu plus larges sur des questions éducatives ou qui rencontrent des difficultés autour des stades du développement de leur enfant. Donc j'accompagne des personnes en individuel et en couple en libéral à Paris. D'accord. Voilà. Et puis en parallèle, je suis également formatrice. Donc je forme principalement des équipes soignantes autour de toutes les questions autour de la périnatalité, donc le deuil périnatal, l'écoute en maternité, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, la dimension psychique de l'allaitement, les situations de crise en maternité. Voilà, moi j'ai travaillé pendant plus de 4 ans dans une maternité dans l'Essonne, et c'est à ce moment-là que je me suis spécialisée dans ce domaine. D'accord, justement, c'était ma question. À quel moment est-ce que tu as souhaité vraiment te spécialiser dans ces thèmes-là? Qu'est-ce qui t'a intéressé là-dedans? Alors, le poste à la maternité où j'ai travaillé était mon premier poste. Donc, j'étais toute jeune diplômée. J'y connaissais rien du tout à la périnatalité, à la maternité. J'avais pas d'enfant à l'époque. Et ça m'a passionnée. J'ai trouvé vraiment que c'était une clinique... très riche et vraiment autour de l'identité qui touchait vraiment à plein de choses de la vie, de la mort aussi, mais voilà, que c'était, alors, je sais pas trop comment le dire, mais très complet et que ça touchait plein de choses différentes et du coup j'ai trouvé ça vraiment très passionnant.
Donc tu as voulu continuer. Voilà, et du coup, à partir de là, c'était mon premier poste. Et à partir de là, je me suis spécialisée. Donc, je me suis formée à la thérapie familiale, par exemple. Et puis, j'ai commencé à donner des formations. Et puis, voilà, j'ai complété ce que je dis, ma boîte à outils de psychologue avec des outils plus spécifiques. J'ai fait un diplôme universitaire qui, à l'époque, s'appelait Psychisme et périnatalité à Paris. Voilà. Et puis, au fur et à mesure des années, je me suis formée à la maternologie aussi, qui est une approche vraiment... maternologie, c'est un courant qui a été développé par Jean-Marie Delassus, qui était pédopsychiatre, qui a dirigé une unité d'hospitalisation mère-bébé à Saint-Cyr-l'École pendant très longtemps, où il travaillait justement sur la relation précoce avec des mamans qui peuvent être en très grande difficulté au moment de la naissance de leur bébé. Donc, ce qu'on appelle souvent communément la dépression du postpartum, et qui peut prendre plein d'autres visages, qu'on appelle aussi la difficulté maternelle de manière plus large. Et vraiment, il a mis en avant la dimension psychique de la grossesse. C'est-à-dire, dans la grossesse, il y a deux aspects. L'aspect physiologique, le bébé qui va grandir dans le corps de la mère et tous les changements qui vont avec. Et puis, la grossesse psychique, c'est-à-dire qu'il y a tout un déroulé psychique, des processus psychiques qui doivent se mettre en place pour qu'il y ait ce passage, cette construction de l'identité parentale. Et parfois, ça se fait de manière très fluide et sans problème. Et puis, il y a des parents, des mères, mais aussi des pères, pour qui il va y avoir des rouages où ça va bloquer et il va y avoir des difficultés parfois dès la grossesse. Et puis, bien souvent, à partir du moment où l'enfant est là, et notamment dans le lien avec le bébé. Bien sûr. Donc voilà, ce sont des approches... pour mieux comprendre ces situations. J'étais formée à l'observation de la dyade mère-bébé, pour mieux comprendre aussi ce qui peut se passer dans ces situations-là. Oui, je comprends qu'on puisse se passionner là-dedans. Et du coup, quel est le rôle du soignant vraiment dans la globalité, autant le psychologue que l'équipe soignante qui va accompagner la famille, auprès des familles qui vivent justement le deuil périnatal? Alors, le rôle des soignants, il est multiple. Déjà, bien souvent, les choses... Alors, dans le deuil périnatal, peut-être, on va commencer par ça. Qu'est-ce que c'est, le deuil périnatal? Donc, le deuil périnatal, c'est une perte périnatale, c'est-à-dire autour de la naissance, donc qui va avoir lieu autour de la naissance. Et cette perte, elle peut avoir lieu parfois très précocement, donc c'est souvent ce qu'on appelle les fausses couches, même s'il n'y a rien de faux là-dedans, ou les arrêts de grossesse. Donc ça, c'est généralement des événements qui arrivent, donc des arrêts de grossesse ou des fausses couches qui arrivent dans le premier trimestre de la grossesse. Et puis, à partir du deuxième trimestre, on pourra parler de fausses couches tardives ou de mort fœtale in utero, ou parfois il peut y avoir une IMG, c'est-à-dire une interruption médicale de grossesse, parce que au cours des différents examens de la grossesse, on a repéré, on a diagnostiqué une pathologie, une maladie sur le bébé à venir, qui est particulièrement grave, qui atteint sa vie, qui n'est pas forcément curable, et qui du coup, certains parents vont avoir la demande d'interrompre la grossesse. Dans les pertes précoces, je n'ai pas parlé, mais il y a la question aussi de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Donc, même si c'est la femme qui choisit d'interrompre la grossesse, parfois ce choix il est contraint par d'autres questions, d'autres enjeux qui font que la femme peut le vivre comme un véritable deuil, même si elle choisit d'interrompre elle-même la grossesse. Donc l'IMG, l'interruption médicale de grossesse, j'ai parlé des morts fœtales in utero, et puis de toutes les naissances prématurées. Donc parfois, quand un bébé naît trop prématurément, il ne peut pas toujours être réanimé, donc il va être accompagné parfois en soins palliatifs, et puis parfois il ne survit pas de sa prématurité, et parfois il y a des pathologies aussi associées qui font qu'il va décéder dans les heures ou les jours qui suivent sa naissance. Donc voilà, ça regroupe quand même beaucoup de situations qui sont quand même un peu différentes les unes des autres, parce que c'est pas pareil d'avoir un diagnostic, de faire le choix d'une interruption médicale de grossesse, où il y a aussi des parents qui font le choix de poursuivre la grossesse, ou d'avoir un accouchement prématuré, mais qui souhaitent accompagner leur bébé en soins palliatifs, par exemple. Ou d'avoir une mort fœtale in utero à la fin, au 8e mois de grossesse, ou au 9e mois de grossesse, ou d'avoir un bébé qui va décéder pendant l'accouchement. Voilà, donc... le deuil périnatal, ça représente beaucoup de situations, mais
qui sont quand même différentes en fonction de quand même ce qui va se passer. Il y a quand même des spécificités entre ces différentes situations. Et puis si on est au tout début de la grossesse ou si on est plus avancé dans la grossesse, évidemment les choses aussi sont un peu différentes. Ok. Et du coup, au niveau du personnel soignant, leur rôle, est-ce qu'il diffère en fonction de ces situations ? Alors, bien souvent, les pertes précoces, elles se passent à la maison de manière parfois un peu inaperçue. Donc, souvent, la femme va en parler si elle fait une fausse couche à son médecin, etc. Mais le rôle des soignants, j'ai envie de dire, est un peu plus... Les soignants sont plus à distance. Donc, parfois, les parents se sentent plus isolés dans ce qu'ils peuvent ressentir et justement leur souffrance. Donc là, l'importance de ne pas hésiter à aller en parler à une sage-femme, à son gynécologue, à son médecin traitant, de passer la porte d'un psychologue spécialisé sur ces questions, en tout cas qui connaît ces questions-là, parce que parfois quelques séances, ça permet aussi d'apaiser la douleur. C'est pas parce que la perte a eu lieu très précocement, parfois ce bébé il est très attendu depuis très longtemps, il est déjà imaginé, rêvé, et déjà très présent dans la vie psychique des parents, donc ils n'ont pas l'impression de perdre ce que médicalement on dirait parfois un embryon ou quelque chose, voilà, un bébé qui n'est pas encore développé et qui n'est pas encore viable, mais pour eux, dans leur tête, c'est déjà un bébé. Voilà. Et puis, il y a ces pertes qui vont avoir lieu à l'hôpital, où là, les soignants vont être les premiers témoins de ce que vivent les parents. Et ça, c'est souvent très important pour les parents, parce que les soignants sont ceux qui comprennent ce qu'ils vivent, bien souvent, en tout cas il vaut mieux, sont ceux parfois être les seuls qui vont rencontrer leur bébé. Là je pense à des situations de parents que j'ai accompagnés qui ont perdu leur bébé pendant l'accouchement ou mort fétale, et qui ont accueilli ensuite leur bébé. Donc souvent les soignants ils rencontrent ce bébé soit parce qu'il a vécu quelques instants, soit parce qu'il va naître déjà décédé. Ils vont le voir. Et ça, le fait de partager ça avec les soignants, ça donne de l'existence, ça donne de la matière à ce qu'ils vivent. Parce que ce qui rejoint un peu toutes ces situations, souvent ce que disent les parents, c'est pour l'entourage. L'entourage, il n'a pas vécu, il n'a pas vu ce bébé. Parfois, il a vu le ventre s'arrondir, mais c'est très abstrait pour l'entourage, ce que vivent les parents. Et la perte est très abstraite, donc sur le moment, l'entourage peut être un peu soutenant. Parfois, il est souvent maladroit, parce qu'il est parfois mal à l'aise, il ne sait pas quoi dire, comment le dire, etc. Mais du coup, les soignants du coup sont très importants, parce qu'ils sont les témoins, et ils sont importants parce que souvent, ils reconnaissent aussi les parents comme parents. Notamment, là, je pense aux primo-parents, donc les parents qui deviennent parents pour la première fois, mais que leur enfant ne vit pas ou ne va pas vivre. Ça, c'est souvent compliqué, parce qu'ils sont devenus parents et ils n'ont pas d'enfants. Et je crois que les soignants, aujourd'hui, dans la manière dont ils prennent en charge et ils accompagnent ces parents, ils les considèrent comme des parents. Et ça, je crois que c'est très réparateur et c'est très important pour les parents. Donc, le rôle des soignants, il est fondamental dans la prise en charge. C'est eux aussi... là, je pense à une patiente qui est arrivée aux urgences, elle sentait plus son bébé bouger dans son ventre. Il y a une échographie. Là, il y a un diagnostic qui est posé. Le bébé ne vit plus, le cœur s'est arrêté. Donc, ce sont des moments d'urgence très intenses, très brutaux, des moments de crise, vraiment. Donc, les soignants, ils vivent tout ça avec les familles. Donc, leur place est évidemment très importante. Donc, il y a les soignants du moment de la crise. Et puis, après, c'est important aussi qu'ils sachent que, une fois qu'ils sortent de la maternité, bien souvent, ils ont un peu l'impression qu'il n'y a plus rien. Mais il y a des associations, il y a des professionnels encore, un médecin, des sages-femmes, des psychologues. Que c'est important de ne pas rester seul avec sa souffrance. Ce sont des situations évidemment très douloureuses qui vont prendre du temps à cicatriser. Ça, c'est important parfois de ne pas rester seul avec cette souffrance-là. Oui, bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre société, est-ce que le personnel médical est suffisamment informé, formé, ou est-ce que c'est en cours? Est-ce que de plus en plus, il y a des initiatives? Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup que ce sujet est un sujet un peu tabou, justement, qu'il y a beaucoup de maladresse. Est-ce que c'est en train de changer? Alors, je crois que ce changement, il s'opère déjà depuis quand même plusieurs années, je dirais quand même une bonne dizaine d'années maintenant, que les soignants sont de plus en plus formés à ces questions-là.
à la prise en charge de ces situations-là spécifiques. Heureusement, parce que eux aussi, ça les met en difficulté. Donc, je crois que la formation, c'est aussi ce qui les aide à pouvoir aussi, eux, mieux gérer et trouver leur place et être le plus confortable possible dans ces situations. C'est ça qui va faire que les parents et les personnes qu'ils accompagnent vont être aussi le plus confortable possible. Donc voilà, et puis il y a beaucoup de spécialistes, voilà, quand même aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'études, beaucoup de spécialistes qui ont parlé de cette question du deuil périnatal. Les pratiques, voilà, ont beaucoup évolué, continuent d'évoluer. Et puis la loi aussi a évolué. Je crois que la loi aussi a permis de reconnaître davantage l'existence de ces bébés qui n'ont pas vécu parfois, ou très peu pour ceux qui vivent quelques minutes, quelques heures, quelques jours. Mais de pouvoir inscrire son enfant sur le livret de famille, pouvoir lui donner un prénom, pouvoir avoir des funérailles, qu'il y ait une sépulture, voilà, toutes ces questions-là, évidemment, sont très importantes aussi. Et donc, la loi a permis aussi de davantage reconnaître et qu'il y ait une harmonisation, finalement, entre les pratiques qui sont faites à l'hôpital et les accompagnements qui sont proposés, et puis et les parents, quoi, et puis et la loi, les choses sont en train de s'harmoniser. Et du coup, moi je me demandais, est-ce que pour vous, il est bon d'informer les parents pendant la grossesse des risques, même si c'est pas une grossesse à risque, ou en tout cas de l'éventualité, en tout cas de parler du deuil périnatal, ou au contraire, est-ce que ça peut être source d'angoisse? Parce que oui, c'est la question que je me posais. Ça va dépendre du parent. Ouais. Il y a des parents qui ont besoin de savoir tout ce qui pourrait arriver. Pour, je dis souvent, comme s'ils avaient besoin d'allumer des signaux pour quand ça arrive, ça soit moins effractant, que ça, moins sidérant, qu'ils tombent moins de leur chaise. Même si quand ça arrive, évidemment, ils tombent quand même de leur chaise. On n'est jamais vraiment préparé. Non, ça reste de toute façon un événement terrible quand ça arrive. Et puis, il y a des personnes qui n'ont pas du tout envie de savoir. Là, je pense comme ça à des parents que j'ai accompagnés qui ont découvert que leur enfant était malade à la naissance. Alors, c'est vrai qu'on sait quand même que le fait une pathologie qui va être une maladie qui va être diagnostiquée pendant la grossesse va permettre aux parents de pouvoir se préparer et d'accueillir leur enfant si c'est le choix qu'ils font et si c'est possible. D'accueillir leur enfant avec sa maladie, que ça va favoriser la construction du lien dans les premiers jours. Tandis que lorsqu'il y a une annonce au moment de la naissance, ça peut là être très effractant et justement amener à ce que le parent mette de la distance avec son bébé et que du coup la construction du lien soit plus difficile. Et là, je pense pourtant à cette maman qui m'a dit « mais si j'avais su avant, ça m'aurait beaucoup inquiétée. Oui. Finalement, là, mon bébé, il était là. Oui, il était malade, mais il y avait aussi des choses qui allaient bien. Et puis, c'était une personne, je l'avais dans mes bras. C'était dur. Bien sûr. Mais voilà, ça prenait une toute autre dimension finalement pour elle. Donc, voilà, ça va vraiment dépendre de chaque parent. C'est au cas par cas. Après, voilà, moi, je trouve quand même qu'il y a une approche déjà extrêmement médicalisée, ce qui est très français et une particularité française, ce qu'on ne retrouve pas chez nos voisins européens, mais voilà, la grossesse est extrêmement médicalisée et vue en France comme un risque. Alors on dit on n'est pas malade quand on est enceinte, mais les femmes souvent se sentent comme ça, se sentent malades, ont l'impression, parce qu'on leur dit... elles ont l'impression qu'elles ne peuvent plus rien manger, plus rien faire. Et puis beaucoup d'examens médicaux. Voilà, il y a tous les examens médicaux aussi. Donc, il y a beaucoup quand même cette culture du risque qui, moi, j'ai le sentiment dans les femmes que j'accompagne, les inquiète beaucoup et les angoisse beaucoup. Oui. Donc, moi, j'aurais envie de ne pas en rajouter. Bien sûr. Et moi, souvent, je les amène à se reconnecter au fait que la grossesse, c'est un processus physiologique et que dans 80% des cas, tout se passe très bien. Alors, heureusement qu'il y a la médecine, heureusement que les choses ont évolué et permettent d'aider des mamans et des bébés qui ont des difficultés, des pathologies, et de les prendre en charge et de faire en sorte qu'ils aillent bien aujourd'hui. Mais c'est 20% des cas. Ouais. 80% des accouchements pourraient se passer de manière physiologique, sans aide médicale par ailleurs. Donc voilà, moi en plus, j'ai l'impression qu'on est justement sur une surmédicalisation du côté très technique de la grossesse, mais qu'à côté de ça, sur l'accompagnement peut-être plus psychique, psychologique
de devenir parent. Et justement, même dans le couple, dans tout ce que ça représente, là-dessus, on n'axe pas du tout, je trouve, ce bien-être-là, qui pour moi, en fait, est fondamental aussi dans le bien-être global et dans la façon dont on vit sa grossesse, parce qu'on le sait aujourd'hui, le lien se crée dès la grossesse, et finalement, le bien-être psychologique est hyper important. Donc oui, c'est un Bien peu sûr. cette Mais ambivalence. voilà, je crois que c'est pas forcément nécessaire de savoir toutes les situations qui Complètement. peuvent arriver. C'est un peu inquiétant. Et les femmes sont déjà assez inquiétées pour pas en rajouter. Mais par contre, je crois, ce que vous venez de dire, Léa, que le fait d'informer les parents sur ce processus psychologique du devenir parent, qu'est-ce qui se passe psychiquement pendant la grossesse, pour la mère et pour le père, même si le père, les choses ne se passent pas dans son corps, lui aussi, il y a un bouleversement psychique très important. Moi, je crois que c'est sur ça qu'il faut informer les parents. Parce que quand ils savent quelles sont les étapes qu'ils vont franchir, qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue psychique pour eux, ça les aide à comprendre parfois des angoisses, parfois des moments de sentiments un peu d'étrangeté, des inquiétudes. Et ça, c'est leur donner des outils justement pour pouvoir affronter ce qui va se passer, que tout se passe bien, mais aussi s'il y a des difficultés, qu'elles soient de l'ordre du deuil et donc de la perte, mais parfois des choses, un accouchement difficile, ou en tout cas tout ce qui peut se passer au-delà de la question du deuil périnatal. Et pour parler un petit peu des proches et de l'entourage qui ne le vit pas directement, mais qui est autour de la famille et des parents, quelle peut être leur place si j'imagine que dans ces moments-là, on est un peu maladroit, on ne sait pas trop comment réagir, quelle peut être leur place auprès des parents ? Alors, les parents, bien souvent, ils se sentent très seuls dans ces situations. Alors, quand il y a la prise en charge des soignants, quand c'est le moment à la maternité, parce que, par exemple, dans les situations, là, je pense, de mort fétale in utero, il y a un accouchement. À partir d'un certain stade de la grossesse, même si le bébé est décédé, il y a un accouchement. Donc, il va y avoir tout ça qui va être accompagné par les soignants. Donc, quand il y a cette prise en charge-là, les parents se sentent un peu soutenus, contenus, et comme je disais, une fois qu'ils rentrent chez eux, les choses se compliquent un peu et le sentiment de solitude les envahissent. Donc les proches, évidemment, ils ont un rôle fondamental, et souvent les proches se sentent très mal à l'aise, savent pas comment en parler, donc ils ont plutôt tendance à pas en parler, à pas poser de questions. Ce qui souvent est très douloureux, parce que notamment dans les premiers temps, les parents, ils ont besoin de faire exister leur bébé. Et ils ont besoin que ce bébé, il ait existé aussi pour les autres. Alors, pour les soignants, je disais l'importance tout à l'heure, mais pour leurs proches. Alors, il y a des parents qui demandent parfois, les grands-parents viennent viennent voir le corps du bébé. Parfois, ce sont des demandes, mais c'est pas toujours très courant. Mais souvent, ça les aide quand il y a eu des photos qui peuvent montrer les photos. Mais là aussi, il faut que l'entourage se sente un peu prêt à ça. Et l'entourage, souvent, il a envie de bien faire. Et en voulant bien faire, souvent, il est maladroit. Il fait mal, donc il n'en parle pas. Alors que justement, les parents ont envie d'en parler, de faire exister ce bébé. Ils n'osent pas poser de questions, alors que justement, les parents ont besoin qu'on leur pose des questions. Souvent, ils banalisent. Souvent, pour les parents, c'est terrible de dire des petites phrases. T'es jeune, t'auras d'autres enfants, c'était mieux comme ça, il était malade, c'était mieux qu'il vive pas. Ça, c'est souvent extrêmement violent, ce genre de phrases de banalisation, de minimisation pour les parents. Donc s'il y a un conseil à donner aux proches, éviter ce genre de choses, être présent, proposer d'en parler, d'être à l'écoute. Et puis maintenant, pour les proches, il existe plein de choses. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a plein d'associations. Alors, je vais quand même en citer quelques-unes. Il y a l'association Agapa. Donc, l'association Agapa, elle accompagne donc autour de toutes les situations de deuil périnatal et notamment autour de l'IVG. Il y a l'association Petite Émilie, Nos Tout Petits. Il y a plusieurs parents endeuillés qui ont créé des associations avec des forums. Et puis, il y a l'association SPAMA. Donc, c'est Soins palliatifs en maternité. L'association SPAMA, sa spécificité, elle accompagne des parents qui font le choix de ne pas interrompre médicalement une grossesse lorsqu'il y a un diagnostic
létale, donc qui un diagnostic vital sur le bébé et qui font le choix d'accompagner leur enfant en soins palliatifs. Donc il y a un forum donc, qui permet aux parents déjà bien souvent pour les parents endeuillés d'aller lire ce qu'ont écrit d'autres parents. Déjà souvent, ça leur permet de se sentir moins seuls. Puis il y a des parents qui ont besoin d'écrire, de partager avec d'autres. L'association Spama, elle propose des cafés-rencontres entre des parents endeuillés. Voilà, l'association Agapa aussi propose ce genre de choses. Le 15 octobre, il y a la journée mondiale du deuil périnatal. Et puis, il y a l'association, alors c'est un collectif d'associations, la journée Une fleur, une vie qui a lieu au mois de mai, qui regroupe plusieurs associations et qui est une journée qui rassemble des parents endeuillés. Donc, il y a des conférences, des choses qui sont proposées aux parents, aux proches. Et puis maintenant, il y a aussi toute une bibliographie pour les parents, pour les proches. Là, notamment, un livre assez récent qui s'appelle « Dans ces moments-là », d'Hélène Guérin, et qui est un livre vraiment qui s'adresse à la fois aux parents mais aussi beaucoup aux proches et qui donne plein de conseils pour les proches. Donc ça c'est un livre que je recommande beaucoup. Après il y a plein d'ouvrages un peu plus spécifiques et puis peut-être un peu plus techniques sur le deuil. En tout cas je crois aussi ce qui peut aider les proches et les parents, c'est de savoir ce qu'ils vont traverser, savoir ce qui les attend, donc de parler des étapes du deuil. De pouvoir leur expliquer vous allez passer par telle étape. Ça permet un peu de tracer un chemin, même si celui-ci va se construire au fur et à mesure, mais au moins il y a une direction et ça c'est rassurant. J'imagine que le chemin n'est pas le même pour chacun et que il n'y a pas de date prédéfinie, de temps et même au sein du couple, souvent entre les deux membres du couple, le rythme aussi et le chemin est pas toujours le même, ce qui parfois est difficile aussi pour le couple. Bien sûr. Il peut y avoir beaucoup d'incompréhension parce que chacun exprime aussi sa souffrance, sa tristesse de manière différente. Quand on est dans sa tristesse, j'ai déjà entendu des couples me dire mais j'ai l'impression que mon mari il en a rien à faire, il me parle déjà des vacances parce que le mari il croit qu'en parlant des vacances le fait de se projeter ça va aider sa conjointe. Non, parfois elle est dans ce moment-là. Il y a aussi des différences de fonctionnement qui peuvent créer des incompréhensions au sein du couple et du coup isoler aussi chacun des membres du couple. C'est vrai qu'on est beaucoup focalisé sur les mamans parce que ça se passe dans leur corps et qu'il y a des soins aussi physiques qui accompagnent aussi les soins psychiques. Et les papas, parfois, ils sont un peu mis à l'écart, mais eux aussi, ils peuvent être en très grande souffrance. Mais ils vont l'exprimer aussi à leur manière. Est-ce que l'accompagnement psychologique, il est indispensable dans le cadre d'un deuil périnatal? Par exemple, Mathilde, qu'on a reçue au début de ce podcast, pour l'instant, ils ne souhaitent pas ou ils n'ont pas ressenti ce besoin-là. Est-ce que c'est une étape obligatoire par laquelle ils vont passer ou pas forcément? Pas forcément. Heureusement, il y a plein de parents qui ont plein de ressources et qui ont été très bien accompagnés par des équipes à l'hôpital qui leur ont donné toutes les clés dont ils avaient besoin, ou des parents qui vont aller vers des associations ou trouver leurs propres ressources, ou parfois qui ont un entourage qui va être très soutenant. Donc je crois que c'est important de s'écouter. S'il n'y en a pas besoin, si on n'en ressent pas le besoin, ça sert à rien de forcer les choses. Déjà. Après, parfois, le besoin, il évolue aussi dans le temps. Et parfois, le besoin, il peut émerger plusieurs mois, voire plusieurs années après. Parfois lors d'une grossesse suivante, parce qu'il y a des choses qui viennent se mélanger par rapport à ce qui a été vécu, qui a besoin un peu de faire le tri, de remettre les choses à leur place. Et moi, ça, c'est quelque chose que je dis souvent aux parents, c'est que vous venez de perdre votre bébé. Moi, le travail souvent que je leur propose, c'est que ce bébé, il trouve sa juste place. Ce bébé qui n'a pas vécu ou peu vécu, aujourd'hui, il est très très important. Il fera toujours partie de leur vie, mais il faut qu'il trouve une juste place. Et s'il y a d'autres enfants après, il ne peut pas avoir la même place que d'autres enfants qui vont arriver. Et puis, il faut pouvoir aussi faire de la place pour que d'autres enfants arrivent, si c'est le souhait du couple. Donc ça, c'est quelque chose qui va se construire aussi avec le temps. Il y a des parents qui y arrivent très bien tout seuls parce que ils ont plein de ressources, et puis d'autres qui vont avoir besoin à différents moments, et ça peut s'étaler dans le temps. En tout cas, si les parents en ressentent le besoin, c'est important dans ce cas-là de le faire. C'est pas une obligation, pas du tout. Mais si on ne va pas bien,
Si lors d'une grossesse suivante, il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'angoisse, moi je dis parfois quelques consultations. Il ne s'agit pas d'aller 15 ans en thérapie, pas du tout. Mais voilà, quelques consultations, ça permet de faire quelques liens, de comprendre ce qui se passe, d'apaiser. Parce que voilà, pendant la grossesse, on sait que c'est important pour que le bébé, pour que la maman aille bien, que le bébé aille bien, voilà, qu'il y ait un climat le plus serein possible. Donc s'il y a beaucoup d'angoisse, il vaut mieux venir en parler dans quelques consultations et puis que les choses s'apaisent et puis qu'ensuite tout se passe pour le mieux. Merci. Merci d'avoir écouté Le Nid. Vous retrouverez toutes les informations de ce podcast dans la description. On a hâte d'avoir vos commentaires. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode.